Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaire média 100% Média et partenaire opérationnel Adlearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle avec un invité unique, Damien Defoucault, directeur général de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et d'achat média, pour évoquer l'actualité du marché publicitaire digital et plus particulièrement programmatique, avec pour thème achat programmatique, les attentes des agences médias en 2023. Selon l'Observatoire de l'ePub, les investissements publicitaires en ligne risquent de ralentir lors de cette année 2023, avec une croissance de seulement plus de 6% contre 10% en 2022. Si cette baisse de régime est le reflet d'une concurrence accrue et d'un changement de comportement des utilisateurs, quelles sont les attentes des agences médias en 2023 et quelles sont les solutions pour enrayer une éventuelle réduction des investissements en médias, notamment en programmatique? Pour répondre à ces problématiques, nous demanderons à Damien Foucault quelles sont les tendances actuelles en termes d'achat programmatique et comment les stratégies d'achat ont évolué ces dernières années. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat programmatique par rapport aux méthodes d'achat publicitaire traditionnelles? Et enfin, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les agences médias dans l'utilisation de l'achat programmatique et comment peuvent-elles les surmonter? Une émission présentée par Michel Juvillier. Bonjour à tous, aujourd'hui une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, Damien Foucault, ici présent, directeur général de l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. Merci Damien d'avoir accepté mon invitation pour The Programmatic Society et pour parler d'un sujet assez important, à savoir ce qu'attendent les agences médias que tu représentes. Et quelles sont leurs attentes en termes d'achat média et notamment en termes d'achat programmatique. Mais première question, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'UDECAM ? Alors, bonjour Michel et merci de ton invitation. L'UDECAM, c'est très simple, tu l'as dit, l'acronyme Union des entreprises de conseil et d'achat média. C'est l'organisme professionnel qui fédère les agences médias. Et qu'est-ce que sont les agences médias ? Ce sont tout simplement les cousines des agences créatives qui développent juste une discipline qui est l'achat média. Ça a une connotation particulière en France parce que l'achat média est très cadré par une loi qui s'appelle la loi Sapin, qui a été votée il y a 30 ans. Et donc, la particularité des agences médias, c'est qu'elles portent un mandat d'achat. Voilà. Donc on dit souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Là, elles conseillent et elles payent puisqu'elles ont un mandat d'achat pour les marques qu'elles représentent. Donc c'est ça l'UDECAM. Voilà. Alors merci Damien pour ces précisions. Alors il y a quelques jours est sorti le fameux observatoire de l'ePub et oui, notamment il y a des chiffres autour du marché de l'achat programmatique qui sont sortis et qui font pas mal jaser d'une certaine manière. Quelles sont les tendances actuelles de l'achat programmatique et comment tu as vu ce nouveau type d'achat évoluer ces dernières années? Alors en fait, les tendances, j'en ai identifié 3. Il y a effectivement, comme tu le disais, la publication de l'Observatoire de l'ePub il y a 2 semaines et puis la publication par l'Alliance Digitale de l'Observatoire du programmatique. Là, je crois que c'était hier, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, ça baisse. La première tendance qu'on observe, c'est que ça baisse. Donc on pourrait se dire, ok, c'est la fin de 10 ans de croissance ininterrompue, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Et à mon avis, c'est juste une pause. Parce qu'en fait, le propre du programmatique, c'est que ça fait gagner du temps à tout le monde, quand c'est bien fait naturellement. Et en fait, je pense que c'est un épiphénomène et que c'est en quelque sorte un plateau. Parce que même si on observe une pause dans le périmètre mesuré par l'Observatoire de programmatique, le programmatique ou la programmatique, en fait, est en train de pénétrer l'ensemble des segments du marché. Le DOH, la communication extérieure digitale, s'y est mis évidemment. Ça viendra probablement en télévision, puisque la télévision a adressé maintenant un recours à des ad serveurs. On peut penser que quand seront résolus le problème de l'endroit où se fait le calcul décisionnel, l'endroit où se fait l'ad serving, quand ces aspects-là seront résolus, il n'y a aucune raison pour que la télévision adressée ne soit pas progressivement gérée par des algorithmes programmatiques. Donc en fait, je dirais,
horizontalement une plus grande pénétration de ce qu'il est convenu d'appeler le programmatique, même si on observe à l'échelle, je dirais, micro, sur les deux derniers trimestres, notamment en 2022, une pause très nette. Est-ce que cette pause très nette, entre guillemets, elle n'est pas un peu faussée par le fait que, par exemple, le gré à gré n'ait pas été considéré comme faisant partie du programmatique? Je m'explique. Je veux dire par là que beaucoup de négociations se font de plus en plus en gré à gré, et notamment pour pouvoir utiliser soit des contenus de première qualité, ou soit des data propriétaires des éditeurs, par exemple, et que ce gré à gré, finalement, se transforme, ou en tout cas est opéré par de l'achat automatisé, qui est quand même la base même du programmatique, mais qui n'est peut-être pas considéré comme du programmatique au sens open programmatique, l'open RTB, donc le fameux bidding, qui a été, j'allais dire, la genèse du programmatique au sens large. Tout à fait, mais c'est pas incompatible. Alors effectivement, regain d'intérêt du gré à gré, parce que le souci d'un meilleur contrôle de la qualité des inventaires. Il y avait d'ailleurs un label qui va être remis au goût du jour un peu différemment, mais qui s'appelait Digital Trust. C'est pas incompatible. La réponse avait été donnée par les éditeurs français, notamment avec l'apparition dans les années 2015-16 des PMP, des Private Marketplace. Donc, un inventaire prétendument, enfin pas prétendument d'ailleurs, un inventaire assez select, premium, mais qui permet d'opérer du bidding, mais à l'intérieur d'un univers fini qui est celui-ci. Et d'ailleurs, le dernier move qui a été observé il y a 4 ans, c'était la fusion des deux principales places de marché privées du marché français, avec le choix d'une technologie. Alors, je n'ai pas les détails, je ne sais plus au détriment de laquelle ça s'est fait, mais c'est quelque chose qui est très pertinent et qui n'est pas incompatible. Donc, le programmatique n'est pas incompatible avec la qualité des inventaires, pour peu que ceci soit préalablement qualifié. Voilà. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de pause. Mais en même temps d'une émission du programmatique sur tous les canaux de distribution médias, que ce soit l'affichage, que ce soit la télévision, l'audio par exemple. D'un point de vue, j'allais dire, un petit peu plus opérationnel, quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat programmatique par rapport aux méthodes d'achat publicitaires traditionnelles? Qu'est-ce que te remontent les agences par rapport à leurs attentes ou leurs frustrations peut-être? Alors en fait, ça fait gagner énormément de temps. Ça fait gagner énormément de temps sur une fonction qui est celle du trading, c'est-à-dire que la négociation est opérée par des serveurs et a priori, c'est le prix le plus juste qui est garanti. N'oublions pas que la fonction de négociation, c'est une fonction consubstantielle de l'agence média, mais c'est pas forcément cette fonction qui est la plus contributrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'apporte la valeur ajoutée d'une agence média vis-à-vis des marques, c'est une expertise globale, transversale, sur la complexité de cet écosystème. Je pense que en gré à gré, elle consacre beaucoup de temps à la négociation, mais que ce n'est pas forcément là que réside toute la valeur d'une agence média. C'est vraiment dans la prise de hauteur, dans la stratégie et dans la faculté d'appréhender un écosystème qui est mouvant, qui se renouvelle en permanence, et dans la faculté de l'agence média à acquérir des nouvelles disciplines. Voilà, c'est ça, c'est vraiment là qu'est la valeur d'une agence média. Et donc, quand, j'allais dire, on confie le soin des algorithmes de négocier à notre place, les choses ne sont pas forcément mal faites, au contraire. Et ça permet à l'agence de se recentrer sur sa fonction stratégique. C'est ça qui est très important. Donc un gain de productivité opérationnelle pour s'appuyer sur l'essence même d'une agence. On le dit, c'est même dans, j'allais dire, l'acronyme de l'UDECAM, c'est-à-dire la dimension conseil. Et la dimension achat média qui est plus opérationnelle, mais qui est en tout cas basée sur cette réflexion stratégique qu'est le conseil. Exactement. Ouais. Cela dit, on parle parfois de certaines difficultés pour gérer, on va dire, les opérations en termes au niveau de l'achat programmatique. Quelles sont les principales difficultés que te remontent les agences médias dans l'utilisation de l'achat programmatique, et à ton avis, comment elles pourraient les surmonter? Alors, la difficulté, c'est la multiplicité des acteurs. Même si c'est un marché qui est en voie de concentration, il y a une grande multiplicité des acteurs. Moi, je me rappelle du move qu'avaient fait certains éditeurs il y a 5-6 ans maintenant, qui disaient
Ma page web, c'est devenu un sac de nœuds parce que chacun est venu intégrer à mon code son ad serveur, son algorithme de ci, de ça. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a un grand éditeur français qui avait fait le ménage et qui avait dit, bon, maintenant, c'est terminé. J'ai un ad serveur vidéo, j'ai un ad serveur pour le display, et terminé. Et puis finalement, il y a eu un regain, une nouvelle inflation. Moi, j'entends dire qu'un éditeur, en moyenne, est connecté à près de 70 technologies tierces au global. Et je trouve ça colossal. Alors certes, le header bidding avait fait en sorte que de permettre aux acheteurs de mettre en compétition, non pas des inventaires, mais de mettre en compétition des places de marché. Et ça a donné un appel d'air technologique aux sell-side plateformes, Exactement. Notamment, puisque dans certains modes de branchement du header bidding, on peut aller jusqu'à 60 SSP différents connectés. Dans la plus modeste des configurations, on peut aller jusqu'à 10. Exactement. Mais tu m'interrogeais sur les tendances du programmatique. Il y en a une troisième dont on n'a pas parlé, qui est le SPO. Oui, Supply Path Optimization. Exactement. On a fait une émission sur le sujet. Je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent que le Supply Path Optimization est en fait non pas une technologie, mais une stratégie mise en place par les agences médias pour pouvoir trouver le chemin le plus court. Exactement. Disons même le plus avantageux en termes de rapport qualité-prix de l'inventaire et de la performance générée par cet achat via le SPO. Exactement. Ça a deux effets, le SPO. Ça simplifie le chemin. Ça choisit le chemin le plus court, donc c'est contributeur d'une certaine transparence, là où 70 acteurs, et puis deux, ça désintermédie un petit peu, parce que le propre de l'automatisation, c'est de faire en sorte que les serveurs fassent le boulot des hommes de façon plus rapide, sur certaines tâches où c'est pertinent, mais en contrepartie, c'est très consommateur de ressources machines. Et le SPO, en ce qu'il simplifie, est aussi un facteur, le mot est très à la mode, mais c'est pas grave, une tarte à la crème, c'est aussi un facteur de sobriété technologique, tout simplement. Et en cette période de réflexion sur la sobriété technologique et donc sobriété également énergétique et donc on va dire un bienfait ou en tout cas une protection de l'environnement, c'est un sujet qui est quand même aujourd'hui clé et on voit d'ailleurs de plus en plus d'acteurs s'emparer sur un plan technologique d'une opportunité, en tout cas pour le marché publicitaire, à être moins gourmand en énergie, en gaspillage de diffusion publicitaire. Exactement. Alors justement, on parle d'énergie consommée dans le monde de la publicité. Et cette énergie consommée dans le monde de la publicité, elle a été un petit peu sublimée ces derniers mois, notamment par l'usage de la data. L'usage de la donnée, il y a énormément de questions de la part des éditeurs, parce que souvent, beaucoup de données viennent de chez eux, mais également des consommateurs ou des gens qui apprécient la publicité ou qui travaillent dans le monde de la publicité sur les types de données et comment ces données sont utilisées. En gros, quels sont les types de données qui sont les plus utilisés par les agences médias lorsqu'elles utilisent l'achat programmatique? Puis une autre question, c'est comment les agences médias obtiennent ces données pour opérer les campagnes publicitaires programmatiques? Alors, pour moi, la prochaine grande étape, le next big thing, comme disent les Anglais, je pense que c'est l'usage plus généralisé de la first party data. Et quand je dis la first party data, je parle de la first party data de l'annonceur, de la marque elle-même. Alors, je rappelle juste, la first party data, on est d'accord, c'est la donnée propriétaire, que ce soit chez l'éditeur, celui qui est, on va dire que c'est aujourd'hui ce type de data dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais tu as raison. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la donnée propriétaire de l'annonceur. Et on parle de plus en plus de data collaboration qui, pour les puristes et les techniciens du secteur, est parfois appelée la seconde partie data. Et effectivement, c'est un point très important. Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Parce Bien que sûr. La seconde partie data pour l'annonceur, c'est plutôt celle de publisher. Oui, tout à fait. Mais c'est, on va dire, data collaboration. Exactement. En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que on a longtemps cru, pendant les années 2000, que la collecte de la donnée, que le seul qui était légitime à collecter la donnée relative aux consommateurs, c'était le distributeur, les enseignes de grande distribution. Le digital n'a rien inventé de ce point de vue-là. Il y avait déjà des cartes de fidélité chez un certain nombre d'enseignes de la distribution depuis de très nombreuses années.
Je crois même, je parle sous réserve naturellement, mais qu'il y a déjà 7-8 ans, un grand manufacturier comme L'Oréal s'est rendu compte que même s'il n'était pas propriétaire de ses points de vente, il était tout à fait fondé à créer un CRM. Bien sûr. Créer une base dans laquelle... Et qu'il a créé à travers, si je ne me dis pas de bêtises, à travers une enseigne qui s'appelait le Club des créateurs de beauté dans les années 2000. Et qui était très axé justement sur l'exploitation de la donnée des utilisateurs pour développer, j'allais dire, leurs assets CRM, mais également la distribution de leurs produits via Internet en France et à l'étranger d'ailleurs. Exactement. Et donc en fait, je ne sais pas si L'Oréal a été le pionnier, mais en tout cas, moi, ça m'avait surpris à l'époque. L'Oréal s'est rendu compte que le digital pouvait constituer un canal de vente supplémentaire et donc a développé le e-commerce chez lui. Et il a été suivi en ça par de nombreux manufacturiers qui se sont réveillés et qui se sont dit mais effectivement, même si je suis distribué par un tiers, je suis tout à fait fondé à collecter de la donnée sur mes utilisateurs. D'ailleurs, les réseaux sociaux les y ont beaucoup aidés en ce qu'ils ont permis de développer une forme de communication un petit peu différente, non pas one-to-many, top-down, mais une forme de communication dite conversationnelle. Bien sûr. Le service après-vente que je mets à profit de l'information de mes utilisateurs quand ils ont des questions à me poser, etc. Bon. Et donc, le CRM, aujourd'hui, en fait, je pense qu'il est acquis que toutes les marques sont légitimes dans la constitution d'un CRM, c'est-à-dire d'une base de données au travers de laquelle il leur est permis de mieux connaître leurs consommateurs. C'est cette first party data-là qui, à mon avis, doit servir, dans les années qui viennent, à cibler tout simplement. Après, il y aura toujours le même stack technique dont je ne suis pas très familier, des data clean rooms, des gens qui connectent les données entre elles, le fameux lookalike, dans le respect des règlements sur la protection des données naturellement. Mais je pense que c'est ça la prochaine étape. Je pense que la prochaine étape, c'est la faculté pour l'annonceur et son agence d'exploiter la donnée de CRM à des fins de ciblage et à des fins de développement des campagnes de communication. Donc tu confirmes la fameuse tendance aujourd'hui autour du retail média. Oui, bah oui. Donc, qui s'appuie justement sur ce que tu évoques, c'est-à-dire la connaissance client pour pouvoir lui adresser un certain nombre de messages. Exactement. Et qui est aussi, d'une certaine manière, porté par des acteurs comme Criteo, qui parlent, eux, de commerce média. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le sujet, où on avait le représentant de PepsiCo et une représentante de Criteo qui nous expliquait qu'en fait, ce qu'on entend le commerce média, c'est une sorte de supra-multicanal qui va aussi bien du digital que la publicité sur le lieu de vente à travers le DOH, par exemple. Donc effectivement, une vraie tendance que tu vois, c'est l'exploitation de plus en plus forte de la first party data, non plus seulement chez l'éditeur, comme on avait souvent tendance à le dire, mais de façon justifiée, en tout cas l'exploiter dans le monde programmatique. Et aujourd'hui, une vraie tendance sur cette first party data annonceur exploitable pour que les intérêts des uns et surtout de l'annonceur, mais également de l'éditeur, qui grâce à son contenu, que ce soit un contenu éditorial ou un contenu commercial, pourra en tout cas justifier et sublimer sa relation via la data collaboration avec les marques. Exactement. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'on a... En fait, on n'a rien inventé. Effectivement, il y a un boom du retail média. Il n'est qu'à voir, effectivement, le dernier observatoire de l'IPUB. En fait, il y a une tendance de fond qui est qu'en période de crise, on se rapproche plutôt des dernières étapes de ce qu'on appelle le bas du funnel, parce que c'est là où on peut le plus facilement attribuer et observer les effets de sa communication. C'est très court-termiste, donc c'est rassurant. On voit l'effet de la com sur les ventes ou sur les clics. Et d'une certaine façon, il n'y a pas 36 modèles. Dans le retail, d'ailleurs, l'un des segments du retail les plus dynamiques, c'est le retail search. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a toujours le diptyque, les deux leviers majeurs de toute action de communication, qui sont le branding, la visibilité, l'image, et puis les leviers à la performance. Le search, d'une certaine façon, est un levier à la performance. Et on voit que ces deux aspects-là sont très complémentaires dans le développement d'une campagne de communication. Alors justement, on parlait de l'exploitation de la donnée, d'une technologie de plus en plus fine également chez l'éditeur, alors également chez l'éditeur et également chez l'annonceur.
certains diraient fuite en avant technologique, ou au contraire, cette optimisation des résultats et de l'efficacité commerciale via les technologies, eh ben, ça va de plus en plus loin. Et parmi les visions les plus prospectives, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Et justement, comment les avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pourraient-elles améliorer l'achat programmatique à l'avenir, selon toi? En fait, tout simplement par une plus grande sophistication du ciblage. C'est-à-dire que, alors, je voudrais déjà poser une idée sur la table qui est que l'intelligence artificielle, chacun le sait, mais je le répète, j'enfonce une porte ouverte, n'est pas apparue il y a 4 ou 5 ans. Bien sûr. Quand on fait du ciblage en matière de communication, quand on probabilise un panel, par exemple, panel radio de médiamétrie est probabilisé par les fournisseurs d'outils de média planning. Quand on probabilise un panel, on observe tout simplement le passé le plus proche possible pour estimer le futur proche. Le fait même de probabiliser, c'est déjà la première étape d'une modélisation. Les algorithmes d'intelligence artificielle, ça n'est que ça, sauf qu'ils ont en plus maintenant, avec la puissance serveur qu'ils ont et la bande passante qu'ils ont à leur disposition, ils ont la capacité d'apprendre quasiment en temps réel. Tout à fait. Mais j'allais dire que comme Monsieur Jourdain, on faisait de l'intelligence artificielle déjà il y a 25 ans sans le savoir. Quand on utilisait un algorithme de probabilisation pour estimer aussi finement que possible ce qu'allait être l'audience d'une campagne télé ou radio. Je vais vous rappeler une anecdote. Je me rappelle, moi, il y a une vingtaine d'années, que Ipsos, sa filiale Popcorn, qui a développé un outil de média planning télé, présentait à l'IREP son nouvel algorithme de prévis pour prévoir. Bon, dans les paramètres qu'on donnait à bouffer au modèle, je parle un peu vulgairement, mais un modèle pour qu'il fonctionne, il faut un carburant. Le carburant, c'est la data. Il y avait évidemment la grille programme, et puis il y avait aussi tout un tas de facteurs un peu plus larges. Je parle sous contrôle encore, mais ce qu'Ipsos a découvert à l'époque, c'est que l'un des paramètres les plus discriminants, l'un des facteurs majeurs de la prévisualisation ou de la prévision des audiences de la télévision, c'était la météo. C'est intéressant. Chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde programmatique, j'allais dire digital. C'est-à-dire que la data la plus fiable, en tout cas l'une des plus utilisées, c'est la météo. Il y a énormément d'études de cas, j'allais dire depuis plus de 10 ans, qui démontrent qu'effectivement l'élément météo est très important sur le programmatique. Et il était déjà, c'est ce que tu viens de nous expliquer, dans le domaine de la prévision d'achat dans le monde télé. Effectivement. Tu voulais rajouter ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a d'autres sources de données qui sont potentiellement exploitables en matière d'intelligence artificielle affectée à l'optimisation des plans médias. C'est la veille publicitaire. Kantar ou Nielsen stockent en permanence, en temps réel, l'ensemble des campagnes et des occurrences publicitaires diffusées sur tous les leviers possibles et imaginables. On va peut-être découvrir que ce qui est le plus générateur d'efficacité, c'est le fait de pouvoir annoncer dans des écrans publicitaires ou sur des supports sur lesquels je suis, moi, annonceur, plus isolé de mes concurrents. Il y a aussi ce paramètre-là de l'encombrement publicitaire. Quand je prends la parole, à ISO-budget, quand je prends la parole en même temps que mes concurrents, eh bien, j'ai plus de mal à développer de la visibilité. C'est normal. Donc, l'exploitation de ce type de données à des fins d'optimisation grâce à l'intelligence artificielle des campagnes médias, ça va devenir très, très intéressant. Le pendant, il ne faut pas oublier, c'est qu'attention, c'est consommateur de ressources machines. Donc, j'allais dire, attention à l'empreinte carbone, parce que d'un côté, on est, pardonne-moi cette parenthèse, mais on est en train de mettre la pression à tous les médias à raison pour diminuer au maximum l'empreinte carbone de la communication. Moi, je ne sais pas quelle est la ressource machine mobilisée par ChatGPT, par exemple. Mais j'allais dire, il ne faudrait pas être borgne dans l'observation qu'on fait de la mesure carbone de ce marché. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, d'une certaine manière, la force des technologies aussi, c'est de se remettre un petit peu en cause de temps en temps avec ce nouveau besoin qu'est
j'allais dire, une sorte de sobriété énergétique et que la prime future sera aux technologies publicitaires. Je pense à une technologie comme Becovery, par exemple, qui propose justement des solutions pour atténuer le gaspillage, l'empreinte carbone, entre autres, quoi. Tout à fait. Mais il y a des solutions, il y en a plein. Il y a même des acteurs, des ad serveurs qui proposent de dégrader légèrement la définition des vidéos en faisant la démonstration qu'effectivement, quand elles sont un peu dégradées, probablement que le spectateur n'y voit pas grand-chose, mais que ça permet... En fait, c'est la sobriété technologique au service de la sobriété énergétique, voilà, tout simplement. Eh bien, en tout cas, je te remercie, Damien, d'avoir répondu à mes questions. C'est pas tout à fait fini, puisque maintenant, c'est place à la fameuse, la fameuse question... Je t'écoute, Jean-Philippe. La fameuse question 100% média. Bonjour. Les chiffres de l'Observatoire de l'IPUB du SRI ainsi que les baromètres de l'Alliance digitale ont montré un ralentissement en 2022 du programmatique au profit du gré à gré. Pensez-vous que cette tendance est durable et dans quel cas les agences médias doivent-elles se réorganiser pour répondre à cette nouvelle demande des annonceurs? Merci. Alors, c'est vrai que tu y as un peu répondu. Ouais. Cela dit, dans la question de Jean-Philippe, ce qui est assez intéressant, c'est la notion de réorganisation des agences du fait de cette progression du gré à gré, même si tu nous as expliqué qu'il y avait une certaine pause. Attention, tu as 60 secondes pour répondre. Top chrono. Alors moi, je pense que c'est une pause tout simplement. Je pense que c'est une pause qui est inspirée par le réflexe qu'on a eu en période de crise et d'absence de visibilité. C'est vrai que je vais encore enfoncer une porte ouverte, mais l'irruption du conflit ukrainien, dont on ne savait pas comment on serait impacté et dont on a mis quelques mois à comprendre qu'en fait ça allait engendrer un phénomène d'inflation économique, à commencer par l'inflation des tarifs de l'énergie. C'est ça qui a créé une espèce de ralentissement au deuxième semestre 2022, comme tous les médias l'ont observé. Pour autant, je pense que c'est qu'une pause et que ce manque de visibilité, il y a eu un retour back to basics, il y a eu un retour vers le gré à gré parce qu'on s'est dit, oula, c'est le meilleur moyen de s'assurer de la qualité des inventaires qu'on achète. Et après tout, il vaut mieux y regarder de plus près, avec la présomption qui est probablement pas fondée, que le programmatique ne sert qu'à acheter des inventaires moyens. Je ne suis pas sûr de ça. Donc pour moi, c'est une pause. Voilà, c'est un palier, mais le programmatique va continuer, bien sûr. Eh bien, merci Damien de nous avoir éclairé sur les attentes des agences médias, parfois leur frustration, mais également les émulations grâce à la technologie, grâce aux technologies publicitaires, que ce soit en termes d'efficacité marketing, que ce soit en termes de meilleure connaissance de ses clients, on a notamment parlé de la first party data côté annonceur, ou que ce soit en termes de sobriété énergétique, qui est l'un des prochains défis pour l'ensemble des acteurs du marché, dont les agences médias. Donc je te remercie à toi, Michel, une fois, de nous avoir sensibilisés sur le sujet. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être toujours aussi fidèles et de plus en plus nombreux à nous regarder ou nous écouter sur les principales plateformes de podcast. Et je vous dis donc à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de l'achat programmatique et des attentes des agences médias en 2023. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.